Je vais vous parler à nouveau de choléra, mais plus en l'orientant sur la problématique de choléra et environnement aujourd'hui. Donc vous savez tous à peu près ce qu'est Vibrio cholerae, c'est un acide gram négatif qui existe sous deux formes finalement. Une qui est dans l'environnement, qui est dans les milieux hydriques, plutôt les eaux saumâtres, dans les estuaires des fleuves un peu chauds. Et l'autre, qu'on trouve jusqu'en France, dans la rivière, dans la Rance par exemple, et puis l'autre qui est la forme qu'on va retrouver dans l'intestin des patients, qui est capable de se fixer aux microvillosités, aux cellules intestinales, et surtout de sécréter une toxine. Tout cet attirail qui lui permet de se fixer, de sécréter une toxine, lui vient en fait du phénomène de lysogénie par des phages qui lui ont conféré un certain nombre de gènes de pathogénicité. Mais ce sur quoi je vais m'attarder aujourd'hui, c'est sur le paradigme de la maladie liée à l'eau. C'est vraiment présenté comme typiquement la maladie liée à l'environnement hydrique, liée à l'environnement côtier, avec un certain nombre d'acteurs qui sont sur cet environnement les différents crustacés qu'on peut trouver dans l'eau, le climat, l'homme qui va ingérer le Vibrio cholerae sur les crustacés, et ensuite les épidémies qui vont se déclencher. Du moins, c'est le schéma qu'on nous propose comme facteur majeur de déclenchement des épidémies. Ce qui vient à l'appui de ce genre de théorie, c'est un certain nombre de corrélations qu'on va appeler corrélations écologiques, où on va trouver des augmentations simultanées ou légèrement décalées de la chlorophylle, donc qui traduit la présence de plancton dans les environnements côtiers, de la température de surface de la mer en certains endroits, de la pluie évidemment, parce que c'est souvent en saison chaude qu'il pleut, et bien sûr des cas de choléra. C'est embêtant parce que tous ces éléments sont liés, c'est difficile de départager ce qui est cause et ce qui est conséquence, ou ce qui est lié finalement à des causes qui seraient extérieures. Dans cet environnement côtier, il y a énormément de travaux qui ont recherché les hôtes possibles pour Vibrio cholerae. On a maintenant des éléments assez forts, bon, bien sûr pour tout ce qui est plancton et protozoaires, mais aussi maintenant on a des publications qui montrent qu'on retrouve le Vibrio cholerae dans l'intestin des poissons, y compris des vibriotoxigénies. Et puis on se demande quel peut avoir le rôle de certains insectes ou des oiseaux dans la diffusion du choléra d'un foyer à l'autre. Alors on va commencer par Haïti et le lien avec l'environnement côtier, puisque c'est quand même quelque chose qui a tout de suite été mis en exergue au début de l'épidémie. Elle a semblé commencer du côté de Saint-Marc. Saint-Marc est un port où arrivent beaucoup de bateaux, c'est aussi près de l'estuaire du fleuve Artibonite. Et c'était donc que finalement cette carte date vraiment du tout début de l'épidémie, c'est une carte produite par l'organisme de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, et l'accent est mis sur Saint-Marc, ce mode de démarrage. L'hypothèse qui est dans ces cas-là avancée, c'est que le Vibrio cholerae se serait installé dans l'environnement. Le Vibrio cholerae est responsable de l'épidémie, c'était ce qui était expliqué, et l'hypothèse la plus souvent retrouvée à ce moment-là, c'est les bateaux arrivant à Saint-Marc qui dans leur ballast ont amené Vibrio cholerae. C'est la même hypothèse aussi qui est avancée sans que ce soit tout à fait prouvé, loin de là même, pour l'arrivée du choléra en Amérique du Sud en 1991. À partir de là, le choléra, Vibrio cholerae se serait installé dans les eaux estuarines, en particulier de l'estuaire de l'Artibonite, et ensuite il y aurait eu le déclenchement de l'épidémie liée aux conditions sanitaires sur Haïti. Donc finalement, cette hypothèse a été battue en brèche et on a participé à ça, puisque j'avais fait l'investigation de cette épidémie, et ensuite ici on a retravaillé sur l'origine de cette épidémie, et on s'aperçoit en fait que là où s'était placé le point 1, donc au centre du pays,
l'épidémie a d'abord commencé à cet endroit-là, avant de diffuser vers l'estuaire de l'Artibonite, le point 2, puis ensuite de diffuser de manière radiale sur l'ensemble du pays. Donc le point de départ, finalement, est un tout petit village qui se trouve au sud de la ville de Mirebalais. Et dans ce village, on a localisé, bien sûr, un camp de soldats qui provenaient du Népal, qui venaient d'arriver quelques jours auparavant. Peu après, quelques mois après, il y a eu une investigation, suite d'ailleurs à la publication du rapport de mission, une investigation lancée par l'ONU qui a mis en évidence les conditions tout à fait déplorables de la gestion des déchets des excréta humains, des tuyaux qui fuyaient, des fossés qui allaient dans la rivière en dessous, et encore pire, la fosse septique qui était ouverte à tout le monde, les animaux pouvaient y s'y balader, les enfants pouvaient y jouer, enfin si ça les amuse de jouer là, et qui fuyait dans la rivière en dessous. Donc c'est cette rivière qui a été le vecteur de l'épidémie pendant les premiers jours, avec, quand on regarde les cartes d'incidence mensuelles du choléra en Haïti, quelque chose de très démonstratif. Voilà ce que l'incidence cumulée au mois d'octobre, au tout début de l'épidémie, et puis ensuite on voit comme une diffusion en ondes de choc les mois suivants pour atteindre la totalité du territoire haïtien. Donc le rôle de la rivière est maintenant tout à fait admis, et donc ce n'est pas les eaux des estuaires, mais c'est une contamination en amont qui a contaminé le reste de la rivière. Un travail très intéressant a été fait suite à ces études épidémiologiques. Les scientifiques népalais ont accepté de mettre à disposition leurs souches. Il faut reconnaître quand même que c'est courageux de leur part. Et il a été établi que les souches haïtiennes rentraient très très bien dans un ensemble de souches qui provenaient du Népal et qui avaient été isolées la même année, quelques semaines auparavant. Et c'est un travail qui est fait par séquençage total, en recherchant les SNPs, et il y avait un SNP de différence sur un génome, je me souviens plus de la taille, mais un génome énorme. Ça veut dire qu'on était vraiment sur une correspondance parfaite. Ça n'a pas empêché quand même, pendant encore quelques temps, de revenir à cette théorie environnementale. Et voilà une carte qui montre les risques pour les pays voisins du fait de l'épidémie d'Haïti. D'accord, le choléra n'est pas arrivé par l'environnement, mais puisqu'il y a eu une épidémie, l'environnement est contaminé. L'environnement étant contaminé, le ballast des bateaux allait en papaouter un peu toute la Caraïbe et le golfe du Mexique. Alors à l'encontre de cette hypothèse, on a fait faire, avec des collègues de l'ANSES, une série de prélèvements dans l'environnement haïtien, dans les estuaires. Et en fait, on trouve une très très grande quantité de vibrio cholérés, mais non au 1. Et alors qu'il y avait encore des cas, même des épidémies en cours, très très peu de O1, en fait peut-être un seul, et encore il n'est pas totalement confirmé, sur plus d'une centaine de souches isolées. Donc l'environnement haïtien, en fait, il y a une concurrence entre des vibrio cholérés endémiques qui ne provoquent pas d'épidémie de choléra, qui ne sont pas toxigéniques, et cette souche toxigénique qui finalement ne s'est pas installée et ne prédomine absolument pas. Alors qu'est-ce qui se passe en Afrique maintenant? Est-ce que cette théorie est pertinente pour expliquer le choléra en Afrique? La première chose qu'on peut voir quand on relève les épidémies, c'est un travail qui avait été fait par Griffith il y a quelques années de ça, c'est que les zones où il y a le plus de cas de choléra en Afrique ne sont pas forcément en environnement côtier. On est allé un peu plus loin, une revue qui va paraître cette année, faite par Stanislas Robaudet, montre que finalement, les 3/4 des cas de choléra déclarés en Afrique, c'est le seul continent où finalement on a des données à peu près correctes sur le choléra par rapport à l'Inde ou enfin toute l'Asie où seuls les cas prouvés sont déclarés, là au moins les cas suspects sont déclarés. Et les 3/4 sont hors zone côtière pour ce qu'on peut en dire. On va focaliser sur un de ces foyers. Vous voyez qu'il y a différents foyers autour de la région des Grands Lacs, autour du lac Tchad, du côté du fleuve Niger. Et on va focaliser autour de la région des Grands Lacs. Et effectivement, dans cette zone-là, on a eu énormément, si on reprend les alertes choléra sur Promède pendant une période de 11 ans exactement, on a énormément d'alertes choléra autour de ces lacs, mais ce sont aussi des zones, comme vous pouvez voir, à forte densité de population, ce qui peut aussi expliquer et faciliter les choses. De ces lacs, maintenant, on a bien établi que
c'est là que jouait un rôle de source des épidémies, non pas le lac lui-même, mais le lac et l'homme autour, les pêcheurs qui y travaillent, enfin c'est beaucoup plus complexe que ça. Dans le lac actuellement, on n'a encore pas trouvé de Vibrio cholerae en situation pérenne, toxigénique. Et en fait, ces foyers s'épaulent les uns les autres. Quand un foyer s'éteint, un autre reste allumé. Il y a toujours une circulation de personnes très importante et réactivation des foyers, en particulier lorsque revient la saison des pluies. Alors on est maintenant en train d'essayer de comprendre ce qui se passe en termes de souches par des techniques d'études de microsatellites. C'est un travail en cours, déjà quelques résultats qui montrent qu'il y a des phénomènes de remplacement de souches qui viennent finalement se succéder au cours des épidémies, mais c'est quelque chose qu'on va poursuivre, en particulier parce qu'en 2011, il y a eu une modification épidémiologique majeure du choléra. Le choléra qui restait plutôt cantonné dans l'est du pays a diffusé sur l'ensemble du Congo en suivant la rivière Congo. Et cette diffusion, on est en train de l'étudier par des techniques de typage moléculaire. On s'aperçoit en fait que ça a démarré dans l'est du Congo avec un shift total des antibiotiques en particulier, puisque on avait des souches résistantes à la tétracycline qui ont disparu totalement et apparu une souche sensible à la tétracycline qui a diffusé, et avec un seul antibiogramme qui a diffusé jusqu'à l'embouchure du Congo depuis l'est du Congo. On est maintenant en train de regarder ça. On va aussi regarder ce qu'est cette souche en termes de génome et de pouvoir pathogène en faisant le séquençage ici. On regarde, voilà, et on complète ça avec une cartographie dynamique. Donc c'est quelque chose qu'on essaye d'investiguer et de mieux comprendre. Sur le choléra côtier, j'en terminerai par ça. Donc un quart du choléra africain est sur les côtes. Et l'UNICEF nous a demandé au début de l'année d'investiguer l'épidémie de choléra qui touchait la Guinée à ce moment-là. Donc le temps de mettre en place l'étude, on l'a faite cet été, elle continue encore parce qu'il y a des parties bactériologiques. Donc la Guinée est un pays qui est donc situé sur la côte avec un choléra qui a lieu chaque année, ou qui avait lieu chaque année pendant la saison des pluies, avec des épidémies plus ou moins intenses. La pluie est inscrite en bleu, le choléra en noir. Vous voyez, selon que l'épidémie commence au début ou un peu plus tard dans la saison des pluies. Et on pensait, enfin tout le monde avançait une hypothèse environnementale à ce choléra. Pendant 2-3 ans, il n'y a pas eu de choléra, c'est inscrit en rose sur cette photo, sur cette figure, et avec une pluie qui était plutôt moins forte que les autres années pendant ces années. Et puis en 2012, grosse épidémie de choléra, sans qu'il y ait un facteur climatique très très clair l'expliquant. Voilà, donc l'épidémie de 2012 est inscrite en pointillé vert foncé. Elle a été plus précoce, en fait elle a commencé en février, mais sur Conakry, elle a surtout flambé à partir du milieu de l'année, avec un pic plus intense. Par contre, elle a été relativement bien maîtrisée, et actuellement, il n'y a plus du tout de cas de choléra en Guinée. Les autres années, vous voyez, plus l'épidémie démarre tardivement dans la saison des pluies, moins il y a de cas. Alors l'étude géographique, l'étude épidémiologique montre que l'épidémie a commencé en fait en Sierra Leone et a diffusé le long des camps de pêcheurs pour arriver ensuite en Guinée et ensuite à Conakry. Elle a touché essentiellement les zones côtières, mais elle s'est enfoncée un peu dans le pays. Et chose intéressante, là on a des résultats maintenant bien solides en typage. Au début de l'épidémie, au mois de février, on n'a qu'un seul génotype, avec des microsatellites extrêmement variables. Donc c'est ce génotype 5 qui, au fil de l'épidémie, va être retrouvé dans beaucoup d'endroits. C'est-à-dire que ça reste le génotype majoritaire, mais apparaissent d'autres génotypes qui tous dérivent de ces génotypes par une ou deux modifications de microsatellites. Donc on a vraiment un départ de type bottleneck avec monophylétique, avec une souche qui a ensuite progressivement divergé pendant l'épidémie. Sur le plan génomique, donc cette souche a été séquencée ici. Bon, je passe sur ces schémas peut-être pour revenir sur quelque chose de plus simple. Et il se trouve que c'est ni réellement une souche L-Tor comme on les connaissait avant, ni une souche classique, mais quelque chose d'hybride entre les deux, avec des gènes classiques, des gènes L-Tor. Donc on parle de variants L-Tor altérés,
qui sont des variantes qui circulent maintenant depuis quelques années en Afrique, mais qui n'avaient pas été isolées dans cette partie de l'Afrique, en Afrique de l'Ouest. Tous ces éléments, le point de départ très localisé, venant d'un pays voisin, la différenciation des génotypes progressive et le fait que ce soit une souche qui n'était pas habituellement dans le coin montre qu'on a manifestement affaire à une souche qui a été importée du pays voisin et qui s'est petit à petit diversifiée en Guinée. Alors pour terminer, finalement, on peut dire que pour expliquer les épidémies de choléra en Afrique, et je n'ai pas pris tous les exemples qu'on pouvait avoir, mais il se trouve que ce paradigme qui attribue le départ des épidémies aux eaux des estuaires et aux lagunes est assez peu pertinent en Afrique et en Haïti. Peut-être que c'est valable en Asie, mais ça c'est plus difficile à vérifier. Il y a bien sûr un lien quand même avec la pluie, que ce soit au Congo, que ce soit en Haïti, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a un lien qui est assez net aussi, et que ce soit aussi en Guinée, mais ce lien n'est pas forcément un lien de type pluie, plancton, etc. Ça peut être aussi pluie, écoulement, contamination des eaux de surface par des écoulements, en particulier en provenance des latrines ou des déjections en plein air, et ensuite contamination des personnes qui boivent de l'eau potable, enfin de l'eau douce et non pas plutôt de l'eau saumâtre. La transmission par l'homme semble jouer un rôle vraiment important, que ce soit en Haïti, que ce soit en Guinée, que ce soit au Congo, ça paraît manifeste, ça suit les trajets des déplacements humains. Les souches émergentes ont peut-être un rôle à jouer là-dedans, puisque toutes ces grosses épidémies, j'avais écrit aussi dans CMI au début de l'année, toutes ces grosses épidémies qu'on a eues ces derniers temps étaient liées à ces souches Eldor, variantes, et plus ça va, plus ça se confirme. Dès qu'on a une épidémie d'ampleur anormale, on a une souche un peu spéciale. Et puis, le travail qu'avait fait Stan aussi, la revue de la bibliographie qui était très très large, a montré qu'en aucun cas, nulle part en Afrique, on a démontré l'installation pérenne de vibrio cholérique toxigénique dans l'environnement côtier. On le trouve en période d'épidémie de temps en temps. On trouve des vibrio cholérés hors épidémie, mais pas de vibrio cholérés toxigéniques hors épidémie. Voilà, j'en ai terminé. Très bien.